Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre webinaire Mieux investir avec les FNB, principes et bonnes pratiques, et c'est présenté par BMO. Mon nom est Charles-Édouard Carrier, je suis consultant en communication et stratégie événementielle et j'ai le privilège d'être avec vous pour animer le webinaire et la période de questions de cet événement Les Affaires. Avant de se lancer, j'ai quelques informations à vous transmettre pour assurer le bon déroulement de l'événement. Donc, premièrement, vous pourrez poser vos questions à notre expert à la fin de la présentation. Ceci dit, vous pouvez quand même cliquer sur le bouton dédié à droite de votre écran tout au long de la présentation pour justement y inscrire vos questions. Je précise également que vous aurez accès à la rediffusion de l'événement via un lien qui va vous être envoyé par courriel après la présentation. Donc, vous pouvez retourner dans les différents éléments qui auront été présentés aujourd'hui pour une période de 6 mois environ. Et finalement, si vous avez des problèmes d'ordre technique, je vous invite à contacter l'équipe de soutien de PQM, qui est notre diffuseur officiel. Vous pouvez le faire en cliquant sur les icônes tout au bas de la page. Cela étant dit, Événement Les Affaires est ravi d'accueillir aujourd'hui BMO pour notre événement de ce midi. Les fonds négociés en bourse, ce qu'on appelle les FNB, occupent une place de plus en plus importante dans les stratégies de placement. Ils sont reconnus donc pour leur diversification, leurs frais qui sont généralement peu élevés, mais ils ont quand même des caractéristiques qui sont essentielles, qu'il est essentiel de bien comprendre si on veut les intégrer à sa stratégie de placement et tirer le maximum du potentiel, donc des FNB. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose de faire, c'est découvrir leur fonctionnement, les critères qui permettent de bien les évaluer, faire une bonne sélection et comprendre aussi tous les coûts qui y sont associés. Notre expert pour justement passer à travers tous ces éléments-là, c'est Alain Desbiens, vice-président FNB BMO chez BMO Gestion d'actifs et FNB BMO. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. C'est un expert qui a travaillé comme courtier. Il a grandement contribué également à faire connaître les avantages des FNB aux clients de la BMO en donnant notamment des séminaires à l'intention des petits investisseurs, des clients de détail et des clients institutionnels. J'ajoute également qu'Alain Desbiens a remporté à plusieurs reprises des prix du Wealth Professional au Canada, dont le prix du Wholesaler de l'année à 3 reprises. Donc, chers participants et participantes, je vous souhaite un excellent webinaire et on se retrouve tout de suite après la présentation pour la période de questions. Alain, je te cède la parole. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir, évidemment, de vous savoir présent lors de ces formations de fonds négociés en bourse. Aujourd'hui, ce sera une présentation robuste. On va couvrir, évidemment, beaucoup d'aspects sur les fonds négociés en bourse, donc vraiment un aperçu complet des placements dans les fonds négociés en bourse. Comme à chaque fois, lorsque je fais une présentation avec vous, c'est important. Ce que je vous donne, ce n'est pas du conseil, c'est de l'éducation. Mais vraiment, aujourd'hui, on va avoir un fort contenu éducatif à l'intérieur. Quand on regarde les fonds négociés en bourse BMO, bien évidemment, ça fait plus de 16 ans que l'on existe dans le marché canadien. On a été le 4e fournisseur à arriver du côté des fonds négociés en bourse. On est le numéro 2 au Canada en termes d'actifs sous gestion. On détient à peu près 22 % des parts de marché au Canada en date du 31 décembre 2025. C'est un marché qui est très compétitif. Il y a à peu près une cinquantaine de fournisseurs, évidemment, à l'intérieur comme tel du secteur. C'est un secteur aussi qui croît de façon exponentielle. J'en parlais avec Charles-Édouard un petit peu auparavant en lui mentionnant qu'à la fin juin, pour la première fois, le secteur des fonds négociés en bourse au Canada a dépassé le billion de dollars. Ça, c'est 1000 milliards d'actifs sous gestion. Donc, on voit évidemment une croissance de plus en plus grande. L'an dernier, on avait fait près de 20 milliards comme tel en vente nette. On avait terminé l'année à 165 milliards et on est toujours évidemment très axé du côté de l'innovation. On a amené beaucoup d'innovation au cours des 16 ans de notre existence, notamment du côté des actions d'achat couvert, de la faible volatilité, du haut rendement, des obligations à escompte. De plus en plus, pour écouter les besoins des investisseurs, évidemment, on centre les lancements de nouveaux produits sur 2 aspects, l'aspect évidemment frais et l'aspect aussi fiscalité. On a beaucoup de FNB qui ont plus de 10 ans, évidemment, d'existence, donc ce qu'on appelle en anglais du track record de plus de 10 ans. Et on a plus de 38 FNB qui ont plus d'1 milliard d'actifs sous gestion. Donc, vraiment, une gamme complète de fonds négociés en bourse qui couvre l'ensemble des secteurs qu'on va couvrir aujourd'hui. Si on continue dans la présentation, dans l'agenda, aujourd'hui, on va couvrir ce que c'est qu'un FNB. On va regarder la liquidité des fonds négociés en bourse, l'avantage des fonds négociés en bourse, comment les utiliser,
la liquidité des FNB, les différents types d'FNB, évidemment, qui existent. Et on ira, comme à chaque fois maintenant, sur le site web, le rendez-vous des fonds négociés en bourse, qui est une boîte à outils extraordinaire pour les investisseurs autonomes et les investisseurs qui ont des conseillers lorsqu'ils désirent en savoir plus sur les fonds négociés en bourse. En premier, on va y aller avec la base. Charles-Édouard me redemandait tout à l'heure, Alain, c'est quoi un fonds négocié en bourse dans le fond? La définition simple, comme un fonds commun d'ailleurs, c'est un panier de titres. C'est un fonds qui détient un ensemble de titres. Ça peut être à l'intérieur des actions, ça peut être aussi des obligations. Comme un fonds commun, ces placements-là peuvent être sélectionnés évidemment pour imiter un indice, pour reproduire le rendement d'un produit de base, pour aller chercher des facteurs bien précis dans le marché, que ce soit des titres à dividendes, des titres de faible volatilité. Ça peut être géré de façon indicielle, factorielle ou de façon de gestion active. Donc, là-dessus, un fonds négocié en bourse et un fonds commun, c'est très similaire. Au niveau de la négociation, c'est différent cependant. Pour acheter un fonds négocié en bourse, évidemment, comme c'est offert sur les marchés boursiers, on a besoin d'un compte de courtage à escompte ou faire l'affaire, évidemment, avec un conseiller ou un gestionnaire de portefeuille du côté du plein exercice. Donc, du côté des fonds négociés en bourse, l'investisseur peut acheter et vendre les parts en tout temps lorsque le marché, évidemment, est ouvert. Et ce qui est important, on va en parler, la liquidité du FNB, elle est vraiment créée par les titres que l'on retrouve à l'intérieur de ce fonds négocié en bourse-là. Les fonds négociés en bourse ont plusieurs avantages. Charles-Édouard en a parlé tout à l'heure. Évidemment, les frais modiques, c'est un phénomène qui est de plus en plus important, surtout avec la MRCC3 et avec la plus grande transparence qui est faite du côté des frais. La transparence est importante, non pas simplement du côté, évidemment, des frais, on va y revenir, mais aussi du côté du sous-jacent, ce qui est intéressant du côté des FNB. On peut aller sur le site web, on peut avoir l'ensemble des informations, comme si on ouvre le capot d'un véhicule pour bien comprendre dans quoi j'investis. Donc, la transparence, elle est très, très grande du côté des fonds négociés en bourse. Ce sont des titres qui sont liquides, flexibles et qui permettent une grande diversification. On le voit en 2015 et 2026, évidemment, la croissance, elle a été spectaculaire. Les actifs sous gestion ont été multipliés par 10. Le nombre, évidemment, de fonds négociés en bourse aussi depuis 2015, on le voit, il y en avait 367. Au mois de février 2026, il y en avait presque 2000. Donc, vraiment une expansion à la fois de la croissance des actifs sous gestion, du nombre de solutions offertes aux investisseurs canadiens et aussi du côté des ventes nettes. Si on regarde un peu les avantages, bien évidemment, les frais modiques, c'est important parce que, bon, quand on est jeune comme Charles-Édouard qui est dans la jeune quarantaine, bien évidemment, on a beaucoup de décades devant nous d'accumulation et de décumulation. Ça, c'est important si vous avez un planificateur financier ou si vous avez déjà fait faire un plan financier. On voit évidemment l'importance d'être capable d'accumuler de la croissance sur de nombreuses années, je le répète, d'accumulation et de décumulation. C'est là, évidemment, où les frais modiques ont un impact important sur la valeur de vos actifs. Ce qui est important aussi, c'est ce que permettent les fonds négociés en bourse, c'est d'être bien diversifiés, donc de réduire le risque de ne détenir qu'une seule action, un seul secteur, des actions dans un seul pays ou dans une seule classe d'actifs. Donc, gros avantage des FNB, c'est flexible. On peut aller chercher des FNB d'encaisse, des FNB de revenus fixes, des FNB d'actions dans tous les segments géographiques. Vraiment, on peut aller chercher des choses très, très précises avec les fonds négociés en bourse. Je le mentionnais, c'est transparent. La majeure partie des FNB et des actifs au Canada sont du côté des FNB indiciels. Beaucoup d'FNB qui ne sont pas indiciels non plus offrent cette transparence-là, où chaque jour, on peut voir l'ensemble des titres qui sont détenus à l'intérieur des solutions. Beaucoup de gens aiment évidemment cet aspect-là de transparence. Et la liquidité aussi. Donc, on peut acheter et vendre en tout temps lorsque la bourse est ouverte. Et c'est important, la liquidité véritable d'un FNB, elle se fait avec le sous-jacent à l'intérieur. On en a parlé. L'avantage des FNB, cette incidence-là à long terme de la réduction des frais. Un exemple que j'ai en tête, c'est celui, évidemment, des fonds communs de répartition d'actifs ou de fonds balancés. Pas la moyenne, mais la médiane des frais de gestion, donc le point exact dans le milieu du côté des FNB balancés de répartition d'actifs, on est à peu près à 96 basis points, alors que du côté, là, pour les frais de gestion, alors que du côté des FNB de répartition d'actifs, quand je pense à BMO, on est à 18 points de base. Donc, cette différence-là, évidemment, à long terme, elle a un impact lorsque l'on met ce rendement-là, évidemment,
qui composent année après année. Donc, l'importance des frais, ça nous permet d'accumuler de l'actif plus rapidement et ça nous permet de décumuler cet actif-là aussi plus longtemps. J'ai parlé tout à l'heure de ce qu'était un FNB. Beaucoup de gens me demandent, mais Alain, c'est quoi la similitude, c'est quoi la différence entre un FNB et un fonds commun? Du côté des FNB, on l'a vu, c'est un accès efficace au marché à plusieurs catégories d'actifs, une diversification instantanée, des méthodes transparentes, de la liquidité et des coûts réduits. Du côté de l'avantage des fonds communs, parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est commode. On peut, du côté de la gestion active, évidemment, faire mieux que le marché, quoique de plus en plus, il y a des stratégies actives à la fois du côté des fonds communs, à la fois du côté des FNB. Et il y a des stratégies indicielles, beaucoup du côté des FNB, mais il commence à y en avoir de plus en plus aussi du côté des fonds communs. Il y a une gestion professionnelle qui se fait du côté de la gestion active, mais encore une fois, ça, on le voit de plus en plus du côté des FNB. De plus en plus, ce que je vous dirais, c'est qu'il y a de moins en moins de différences parce que de plus en plus, on offre des solutions de fonds négociés en bourse en format fonds commun au même prix et vice-versa, on offre certaines solutions de gestion active de fonds communs en version de fonds négociés en bourse au même prix. Donc, de plus en plus, les gens, s'ils le désirent évidemment parce qu'ils ont un compte de courtage ou ils ont des actions, des fonds négociés en bourse, il y a énormément d'avantages, mais pour ceux qui n'ont pas de compte de courtage à escompte ou de compte de courtage de plein exercice, de plus en plus, on amène certaines de ces solutions-là en fonds négociés en bourse, en version fonds commun, au même prix. Donc, pour des gens qui ont des plus petits portefeuilles, ça devient des occasions intéressantes, évidemment, de sauver des frais sur une longue période. Les mythes sur les fonds négociés en bourse. Bon, les FNB, c'est comme des actions. Le fait, ça, c'est le mythe. Un FNB, ça se négocie comme une action, mais ces dernières sont offertes en quantité limitée. Un FNB, c'est un fonds à capital variable qui peut offrir de nouvelles parts pour répondre à la demande. Donc, ce n'est pas tout à fait comme des actions. Les actions et les fonds communs ont de meilleurs rendements que les FNB. À court terme, on peut avoir certaines stratégies factorielles ou actives qu'on retrouve d'ailleurs dans les solutions de fonds négociés en bourse qui peuvent, évidemment, à court terme, sur une base d'1 an, 2 ans, battre les marchés indiciels. Ce qui est difficile, c'est de le faire à long terme. Souvent, je dis aux gens de faire sur Google une recherche avec Spiva Canada. Et Spiva Canada, ce que ça vous montre, c'est que dans chacune des grandes catégories d'actifs, les actions canadiennes, américaines, internationales, les pays émergents, de comparer le rendement des indices par rapport aux gestionnaires actifs sur des périodes d'1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et ce que l'on voit, c'est difficile pour les gestionnaires actifs de battre constamment, année après année, le rendement des indices. Donc, à court terme, il y a parfois, on va le voir, certaines stratégies factorielles et actives qui peuvent battre le rendement des indices, mais ce qui est difficile de le faire, c'est de façon soutenue à long terme. Les FNB ne sont pas liquides. Non, les FNB sont très liquides et on va le voir, ce qui détermine la liquidité d'un fonds négocié en bourse, c'est vraiment ce que l'on détient à l'intérieur. Puis bon, les FNB provoquent des cracks boursiers? Non, pas vraiment. C'est tout petit le marché des fonds négociés en bourse par rapport à l'ensemble de la bourse. Exemple au Canada, dans le marché des fonds négociés en bourse, on a quelques centaines de milliards d'actifs dans les FNB d'actions canadiennes, alors que le marché des titres canadiens, c'est un marché de plus de 3 000 milliards d'actifs. Donc, les FNB ne provoquent pas de crash boursier. C'était quelques-uns des mythes qui étaient parfois envoyés dans les médias sociaux. Donc, je trouvais ça quand même important d'y répondre. La liquidité des FNB, c'est un phénomène important. Là, je vais un petit peu plus en détail. La fonction de la liquidité des FNB, bien évidemment, comme dans n'importe quel marché à la bourse, il y a un marché acheteur, il y a un marché vendeur. Ça nous donne le premier niveau de liquidité des fonds négociés en bourse par la bourse. Par la suite, il y a un processus continu d'achat et de vente. Vous le voyez évidemment peut-être un peu moins, mais il y a énormément de mainteneurs de marché qui maintiennent la liquidité. Et en plus, il y a le fournisseur de fonds négociés en bourse qui crée le troisième niveau de liquidité par la création des parts fondées sur les titres sous-jacents. Parfois, les gens font des transactions sur des fonds négociés en bourse et ils ne voient pas nécessairement les transactions passer. Moi, un site que j'aime bien, c'est Stockwatch, parce qu'on peut voir, évidemment, lorsqu'on fait de la transaction de titres, l'ensemble des bourses canadiennes. Les gens connaissent évidemment le TSX, peut-être un petit peu NIO, mais il y a beaucoup de bourses, évidemment, sur lesquelles le marché des actions des fonds négociés en bourse existe au Canada. Donc, c'est un bon site pour voir l'ensemble du volume comme tel des actions
qui se transigent au Canada et non pas seulement sur le TSX. Ça, c'est quand même important. Du côté des fonds négociés en bourse, c'est à peine 20-25 du volume total de ce qui est transigé en fonds négociés en bourse, qui est sur le TSX et sur le NIO. Donc, ce que je recommande à tout le monde, allez sur Stockwatch, rentrez évidemment un symbole boursier d'un fonds négocié en bourse et vous allez voir l'ensemble des bourses au Canada sur lesquelles se transigent vos actions ou les fonds négociés en bourse. Ça, ici en haut, en bleu, ce qu'on voit, c'est la liquidité perçue en fonction du volume. Donc, exemple, aujourd'hui, si vous regardez ZEB ou ZCN, vous allez voir un volume depuis le début de la transaction aujourd'hui. Cependant, la vraie liquidité, bien évidemment, c'est le sous-jacent. Si on regarde ZCN, qui est notre FNB qui implique le TSX, sur une base évidemment journalière, on a un volume moyen de 133 000 actions du fonds négocié en bourse qui est transigé. Mais quand on regarde le volume quotidien moyen de chacun des titres que l'on trouve à l'intérieur du fonds négocié en bourse, c'est 36 millions de transactions quotidiennes qui se font sur les titres sous-jacents à l'intérieur du FNB. Et ça, c'est très, très important. La liquidité du FNB n'est pas due au volume moyen transigé sur le titre, mais il est bel et bien sur le volume des titres sous-jacents. C'est ce qui fait en sorte que parfois, on peut avoir de grosses transactions institutionnelles de 100 millions, 250 millions, 500 millions qui se font dans certains marchés, où il y avait peu de volume certaines journées, mais parce que le sous-jacent est liquide, c'est très facile, évidemment, pour nous de fabriquer des parts et, évidemment, de transiger de tels volumes sur le marché canadien. Et ce qui est important, pour comprendre, évidemment, la liquidité du FNB que vous achetez, regardez les titres à l'intérieur. Et si ces titres-là sont liquides, ça sera facile d'acheter et ça sera facile de vendre votre fonds négocié en bourse. Ce serait plus difficile, évidemment, si on avait un fonds de petite capitalisation dans un pays émergent. Il y a moins de liquidité, il y a moins de transactions, donc il y aurait plus d'écart dans les bélasques, évidemment, pour l'achat de ce fonds négocié en bourse-là. Je sais que je vais un petit peu plus loin aujourd'hui du côté de la formation, mais ça m'est demandé beaucoup par les gens, évidemment, de bien comprendre le principe de liquidité. Donc, le premier niveau de liquidité que vous voyez, c'est le volume d'achat journalier d'un fonds négocié en bourse. Mais la vraie liquidité, celle qui fait que les mainteneurs de marché peuvent facilement, avec l'entremise des fournisseurs d'FNB, de créer, de racheter des parts, c'est la liquidité du volume sous-jacent que l'on détient à l'intérieur du fonds négocié en bourse. Comment les utiliser, ces fonds négociés en bourse-là? Bien, on peut l'utiliser de plusieurs façons. En remplacement pour réduire les coûts, en termes de répartition d'actifs, pour diversifier, pour faire en sorte, évidemment, de ne pas être soumis aux premières pages des journaux, au market timing, à l'anticipation comme telle des marchés. Je vais le couvrir un peu plus, là, mais en remplaçant, bien évidemment, on peut prendre un fonds négocié en bourse pour remplacer une peut-être pas assez grande diversification du côté des actions ou pour remplacer des fonds communs coûteux. On peut l'utiliser évidemment pour réduire les coûts, pour que vous gardiez évidemment plus d'argent dans vos poches comme investisseur. Les FNB nous permettent évidemment de bâtir une répartition d'actifs facilement avec quelques titres ou avec seulement un titre, ceux des FNB de répartition d'actifs. Ça, c'est important pour moi. Ils permettent aussi une plus grande diversification. C'est facile avec un FNB d'investir dans les marchés internationaux, d'investir dans les pays émergents. Donc, les FNB, c'est ce qu'ils vous permettent à un faible coût. Et comme je le disais, d'être très discipliné, d'avoir une répartition d'actifs ou un FNB de répartition d'actifs, ça vous évite évidemment d'utiliser l'émotion dans vos choix, donc de réagir suite à une première page de journal, de réagir suite à une correction ou de nouvelles bombes dans un endroit dans le monde. Vous savez, dans les 75 dernières années, chaque année, il y a eu des événements qui feraient en sorte, évidemment, de nous insécuriser par rapport à la bourse. Et ce que l'on sait, c'est qu'à long terme, il a toujours mieux fallu être discipliné. C'est ce qui nous amène, évidemment, à une croissance de notre actif, plutôt que de réagir émotivement, évidemment, à ce qui se passe en termes de nouvelles dans les marchés. Les gens utilisent beaucoup, évidemment, les fonds négociés en bourse sur une base stratégique. Ce que l'on veut dire par là, ça peut devenir un placement de base à l'intérieur d'un portefeuille. Moi, je le vois de plus en plus. Les FNB de répartition d'actifs sont de plus en plus utilisés en totalité ou en grande partie à l'intérieur des portefeuilles pour être bien sûr que basé sur notre profil d'investisseur, on soit bien diversifié. Parfois, les FNB sont utilisés en complément au portefeuille. Bon, quelqu'un qui a un point de vue sur un secteur, quelqu'un qui a un point de vue sur une approche factorielle dans le marché
peut combiner évidemment ces stratégies-là avec leur portefeuille déjà existant. Et de plus en plus d'investisseurs, puis on le voit du côté du courtage escompte et du côté du courtage de plein exercice, utilisent les FNB pour l'ensemble, évidemment, de leur construction de portefeuille, notamment à cause des faibles coûts. Ça peut être utilisé aussi de façon tactique, notamment à la fin de l'année, évidemment, pour prendre des pertes fiscales. Et vous le voyez ici, on peut l'utiliser de façon stratégique pour avoir une base de portefeuille qui est basée sur les grands indices, parce qu'à long terme, évidemment, la faiblesse des coûts de gestion, la performance de ces indices-là, elle a été très, très bonne. Parfois, les gens vont trouver que certains marchés sont trop concentrés. C'est le cas en ce moment du côté des actions américaines ou dans d'autres secteurs. Donc, les gens vont utiliser de l'équipondération. Parfois, les gens vont dire, écoute, je veux peut-être pas tout le marché, mais j'aimerais mieux des titres à dividendes. Donc, on fait un bêta avancé. On vient chercher dans chacun des grands marchés des titres, évidemment, de dividendes. Parfois, on peut le faire sur une base thématique. Donc, je désire avoir des titres dans le secteur de la technologie en complément de ce que j'ai, ou des titres dans le secteur des utilités, ou je désire évidemment mettre à l'intérieur de ma diversification de portefeuille des titres qui ne seront pas corrélés complètement au marché des actions, qui vont réagir différemment du côté des titres à revenu fixe, du côté de l'inflation. Fait que souvent, on a ce que l'on appelle les FNB de produits de base ou de commodités qui sont rajoutés à l'intérieur des portefeuilles sur une base stratégique. Bref, on peut vraiment, avec les fonds négociés en bourse, investir de façon stratégique ou de façon tactique. L'évaluation des FNB, pour moi, le facteur le plus important comme investisseur que vous faites, et ça vaut vraiment le temps de prendre, évidemment, du temps pour bien comprendre ça, c'est de bien comprendre votre profil de risque. Profil de risque, on s'entend de la tolérance au risque de l'investisseur, c'est-à-dire sa volatilité d'accepter le risque et la volatilité, et de sa capacité à assumer des risques. Donc, la capacité de l'investisseur à subir une perte financière potentielle. Et ce qui détermine évidemment ces profils-là, ça devrait être en premier de mettre sur la répartition d'actifs un objectif financier. Je parlais effectivement de ça avec Charles-Édouard un peu plus tôt. On n'investit pas de la même façon si on désire s'acheter une auto usagée dans 3 ans ou avoir des rénovations mineures à la maison ou planifier pour un down payment, évidemment, d'une résidence que l'on va faire pour assurer l'éducation d'un enfant qui est très jeune, où on va investir sur une période de 7-10 ans avant que ces fonds-là soient destinés au paiement, évidemment, des frais de scolarité pour un établissement postsecondaire, ou que l'on investit pour, évidemment, de la création de richesse ou pour sa retraite. Donc, c'est très important de bien comprendre que le profil de risque devrait être lié à un élément qui est important, qui est le temps. Ça, pour moi, c'est excessivement important de parler de ça. Puis pour bien comprendre son profil de risque, je suis persuadé que, vous avez eu des discussions, certains d'entre vous, avec vos conseillers financiers. Si vous avez une plateforme de courtage à escompte, vous avez déterminé votre profil de risque. J'aime bien parler de ce que l'Autorité des marchés financiers offre comme contenu éducatif sur le profil d'investisseur. Donc, il y a vraiment une section, vous googlez AMF, votre profil d'investisseur. Ça va vous donner évidemment une explication des produits financiers, du risque. On va vous demander des questions sur l'investissement qui est envisagé. Évidemment, c'est quoi le but, c'est quoi l'horizon, votre capacité financière, votre attitude à prendre des risques. Et par la suite, ça va vous donner des profils d'analyse de résultats. Eux aussi le disent, ce n'est pas du conseil, c'est du contenu éducatif, mais c'est vraiment une base pour bien comprendre ce que vous faites. En termes de produits financiers, en termes de risques, c'est normal d'avoir des comptes avec des objectifs distincts. Personnellement, je pense que la base, la fondation de la sécurité financière et de la croissance financière à long terme, c'est d'avoir un fonds d'urgence. Ce fonds d'urgence-là devrait être investi uniquement dans des liquidités que l'on peut encaisser sur 2-3 jours. Ça s'appelle un fonds d'urgence. Évidemment, tout ce qui est objectif à court terme jusqu'à 3-4 ans, objectif à moyen terme, 4 à 7, 10 ans, objectif à long terme, bien évidemment, on devrait avoir des profils d'investissement qui est différent. Excellente référence, celle de l'AMF, votre profil d'investisseur, si vous désirez en savoir plus, évidemment, sur cet aspect important qui est la répartition d'actifs. Après ça, quand on connaît notre profil, on peut se bâtir un portefeuille où on peut utiliser une combinaison de fonds indiciels, de fonds à gestion active ou factorielle,
où on peut prendre cette base-là avec des produits déjà existants, où on peut combiner des FNB en placement de base, en placement satellite, ou on peut recourir comme tel à des stratégies tactiques à court terme sur des périodes d'1 an, 2 ans, 3 ans, sur la partie satellite comme telle du portefeuille. Mais vraiment, de plus en plus, parce qu'il y a différents types d'investisseurs, il y a différents types d'objectifs financiers, on peut vraiment utiliser les FNB pour construire des portefeuilles très efficaces en termes de coûts, très efficaces fiscalement et très efficaces en termes de performance, basés sur votre profil de risque, basés sur votre horizon de temps. Et quand on évalue ces fonds négociés en bourse-là, bien évidemment, quelques conseils d'usage. Trouver le bon fournisseur. Il y a quand même beaucoup évidemment, de fournisseurs au Canada. Il y en a une cinquantaine en fonds négociés en bourse. Il y en a 125 du côté des fonds communs. Donc, regardez quels sont les outils, quels sont les sites, quel est le contenu éducatif, évidemment, de ce fournisseur-là, quelle est sa présence dans le marché canadien. Est-ce que c'est une grande présence ou un gestionnaire qui est embryonnaire? Ensuite, comprendre la bonne exposition dont j'ai besoin. Est-ce que je vais avoir une exposition bien diversifiée dans un profil balancé? Est-ce que je veux une option bien diversifiée, mais avec un côté 100% action parce que je suis dans un horizon de temps à long terme et j'ai déjà un bon fonds d'urgence? Regardez la bonne structure. De plus en plus, on le sait, les gens investissent dans leur compte enregistré, mais aussi dans leur compte taxable. Donc, de plus en plus, les gens regardent le coût, mais aussi l'efficacité fiscale de certaines de ces solutions-là. De plus en plus, les gens regardent quel est le coût total des fonds négociés en bourse. Lorsque vous faites de la recherche du côté de vos fonds négociés en bourse, évidemment, vous allez avoir certains documents légaux qui vous montrent quel est le coût total des fonds négociés en bourse. Donc, les frais de gestion, le ratio de frais de gestion, le ratio de frais d'opération et le coût total. C'est ce qui va être montré sur les états de compte du côté des fonds communs, des fonds négociés en bourse et des fonds distincts au début 2027. Jusqu'à maintenant, l'ensemble de ces coûts-là n'était pas aussi transparent, je pense que l'industrie le voulait. Et l'industrie fait un gros effort de transparence du côté du courtage à escompte et du côté du courtage de plein exercice pour donner cette transparence-là en termes de coût total. Du côté des FNB, des fonds communs, c'est déjà simple pour vous de le voir avec les profils de fonds négociés en bourse, quel est le coût total de la solution. Et évidemment, de vous assurer que vous avez des FNB qui sont quand même très liquides. Donc, voici quelques-uns des éléments d'une liste de vérification efficace du côté des fonds négociés en bourse. Maintenant, les types d'FNB. Je vous avais dit, aujourd'hui, ça va être robuste, mais pour tous ceux qui veulent nourrir leur intellect sur les fonds négociés en bourse, on va couvrir plusieurs aspects. Et bon, Charles-Édouard en a parlé un peu tout à l'heure, mais à la fin de la présentation, dans les prochains jours, les gens vont recevoir une copie de ma présentation aujourd'hui et une copie là, des produits des fonds négociés en bourse BMO. Couvrons les différents types d'FNB. Donc, dans les plateformes comme grandes plateformes comme celle de BMO, on trouve des placements qui couvrent l'ensemble des marchés. Si je pense évidemment au marché américain, le S&P 500, bien, on peut l'avoir non couvert en dollars canadiens, le ZSP. On peut l'avoir couvert en dollars canadiens, le ZUE. Et on peut même l'avoir en dollars américains, ZSP.U. Donc, ce sont quelques-uns des différents marchés. Maintenant, en fonds négociés en bourse, on peut couvrir évidemment le marché canadien, avoir un FNB qui réplique le TSX, le S&P, le Dow Jones, le Nasdaq. Si c'est à l'extérieur du Canada, ces FNB-là peuvent être couverts, non couverts en dollars canadiens. On peut couvrir l'ensemble des marchés de revenus fixes aussi, le marché total, le marché à court terme qui inclut les obligations fédérales, provinciales, corpo. On peut choisir, évidemment, certains d'entre vous aiment investir précisément, donc uniquement dans du fédéral, du provincial, dans du corpo de qualité, dans du haut rendement. Donc, les fonds négociés en bourse vous permettent d'investir dans différents types d'indices. Ils vous permettent aussi d'investir dans certains secteurs. On le sait au Canada, le TSX couvre peu les titres de la technologie, des titres de santé. Donc, il y a des fonds négociés en bourse, évidemment, qui peuvent être investis sur une base satellite, en plus d'être bien diversifiés dans le portefeuille. Si vous avez des convictions dans certains secteurs, donc on peut aller chercher un 2,5 d'allocation dans le portefeuille du côté de certains secteurs. Même chose du côté des facteurs. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'indiciel, mais parfois qui veulent aller chercher certains facteurs bien précis dans certains de ces indices-là, des titres de faible volatilité, de qualité, de dividendes ou valeur.
De plus en plus, un des gros segments de croissance, c'est les FNB de répartition d'actifs. Chez nous, je pense à Zcon, ZBAL, ZGROW, ZEQT, en plus avec les T6, évidemment, sur certains de ces portefeuilles-là. Les FNB de répartition d'actifs, c'est un gros segment au Canada en fonds communs. C'est 1 $ sur 8 au Canada qui est investi dans ces fonds-là. Et on voit une grosse croissance du côté des FNB de répartition d'actifs, évidemment du côté des coûts, je le mentionnais. L'ensemble des coûts d'une solution comme Zcon, ZBAL, ZGROW, ZEQT, on est en frais de gestion à 15 points de base, en ratio de frais de gestion total à 18 points de base. Donc, ce sont quand même des combinaisons qui sont intéressantes. Il y a plusieurs, évidemment, FNB de titres à revenus fixes qui existent. Il y a des gens qui veulent investir dans des marchés précis, comme des titres obligataires américains adossés à l'inflation, ce que l'on appelle des TIPS. Donc, chez nous, c'est ZTIP. Il y a des gens qui désirent investir dans des FNB à très court terme pour leur fonds d'urgence, ZMNK. Il y a des gens qui désirent avoir l'ensemble du marché, mais efficace fiscalement. Donc, avoir à l'intérieur des obligations qui sont un peu plus efficaces, donc qui sont évidemment axés moins sur les revenus d'intérêt que sur une plus grande génération du capital parce qu'ils sont à escompte. On a de plus en plus de gens de mon âge, parce que Charles-Édouard, il est bien jeune, lui, il est dans la quarantaine. Moi, je suis au début de la soixantaine, donc on a beaucoup de gens comme moi qui désirent avoir du revenu sur une base mensuelle. Donc, les FNB d'options d'achat couvertes permettent évidemment cette distribution-là de revenus qui est efficace, surtout dans des portefeuilles bien diversifiés. Donc, on peut avoir des FNB d'options d'achat couverts qui couvrent l'ensemble des titres canadiens, américains et internationaux. De plus en plus de gens les combinent, évidemment, avec des FNB de répartition d'actifs qui génèrent un revenu intéressant sur une base mensuelle. Donc, ça permet, évidemment, d'être bien diversifié, j'insiste là-dessus, et de recevoir un revenu qui est un peu plus intéressant parce qu'en ce moment, les grands indices génèrent moins de 2 % de revenus de dividendes. Donc, quand on est dans une période de décumulation, des FNB de répartition d'actifs avec des T6 et évidemment des FNB d'options d'achat couvert, ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus de revenus. Et on a de plus en plus de gens qui désirent avoir une plus grande diversification au-delà des actions et des fonds négociés en bourse de revenus fixes avec des placements alternatifs, des produits de base, d'infrastructures, de l'art physique ou d'autres solutions dans le même secteur. Je regarde le temps en même temps, je vois Charles-Édouard qui me sourit. On va couvrir chacun des grands aspects, donc les FNB indiciels de base, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est ceux qui répliquent les grands indices qu'on voit à la fin de la journée à la télé, le S&P 500, le Nasdaq, le MSCI, le Dow Jones, le TMX. BMO Gestion mondiale, du côté des FNB, BMO vous offre certains des plus gros fonds négociés en bourse indicielle au Canada, qui sont très souples, qui sont très diversifiés, qui sont évidemment à des frais de gestion très, très faibles. Ça vous permet un accès facile aux indices canadiens, américains, mondiaux. C'est souple. Il y a énormément de transactions qui se font parce qu'on a plusieurs de nos clients institutionnels, conseillers, gestionnaires de portefeuille et investisseurs individuels, évidemment, transigent ce type de FNB-là. Ils sont très, très liquides parce qu'évidemment, on parle des titres qui sont les plus utilisés au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Ça vous donne aussi une diversification instantanée. Et en termes de rapidité, évidemment, les frais de gestion sont très intéressants et on le voit avec des documents comme Spiva Canada, qui évidemment à long terme, il y a eu énormément de rentabilité en indicialisant une partie de nos portefeuilles. Voici quelques-uns de ces FNB-là. ZSP, évidemment, qui réplique le S&P 500. ZCN, qui réplique le TSX. ZEA, qui réplique le MSCI EFI. ZEM, qui réplique le MSCI des pays émergents. Et le ZDB, qui réplique l'indice des fonds d'obligation escompte. Important au Canada. Un fonds négocié en bourse indiciel, ça doit être visible et transparent. Donc, dans le nom du fonds négocié en bourse, si on réplique un indice, on doit avoir cette information-là dans le nom de notre fonds négocié en bourse. Quand je regarde ZSP, on le voit ici, fonds indiciel négocié en bourse BMO S&P 500. Donc, je sais automatiquement que c'est un FNB indiciel et qu'il réplique l'indice S&P 500. Quand un indice n'est pas mentionné à l'intérieur du nom d'un fonds négocié en bourse, c'est qu'il n'est pas indiciel. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est à gestion active, il peut être factoriel, mais c'est qu'il ne réplique pas un indice. Donc, c'est important du côté de l'industrie. On essaie évidemment d'être transparent, que ça soit simple quand les gens recherchent une solution. Si un FNB est indiciel au Canada dans le nom du fonds négocié en bourse,
on doit mentionner qu'il est indiciel et quel indice comme tel il réplique. Puis vous le voyez ici, là, c'est 4 indices, évidemment, d'actions qui vous permettent une diversification sur une base mondiale. On ne le mentionne pas assez, une diversification, c'est du côté des secteurs, c'est du côté du marché, c'est aussi du côté des devises. Un portefeuille bien diversifié, évidemment, en actions canadiennes, américaines, IFI et emerging. Vous allez avoir du dollar canadien, vous allez avoir l'impact aussi du dollar américain, des devises européennes, du yen, donc de l'ensemble des devises mondiales. C'est ça, avoir une diversification comme telle de portefeuille. Ça se fait du côté des secteurs qui sont différents d'un marché à l'autre. Ça se fait du côté des marchés, évidemment. Ça se fait du côté aussi des devises. Les FNB sectoriels, bien, il y a beaucoup de gens qui les utilisent quand ils ont des convictions basées évidemment sur les cycles économiques. Parfois aussi, il y a des gens qui vont passer d'actions individuelles dans un secteur à détenir plutôt un FNB sectoriel pour réduire évidemment le risque de la détention de seulement 2 ou 3 titres dans un secteur. On a lancé évidemment énormément de FNB sectoriels, notamment qui répliquent l'ensemble des marchés américains. Et vous le voyez, ces FNB-là sont offerts et ils couvrent tous les secteurs américains du S&P 500. On les offre en dollars canadiens couverts ou non couverts. Donc, beaucoup de gens l'utilisent sur une base sectorielle lorsqu'ils ont des convictions. Ça peut être dans le secteur de la santé, du côté du secteur de la technologie qu'on trouve moins présent au Canada, ou dans d'autres secteurs comme celui des communications, ou dans des périodes, évidemment, où les marchés, puis je recule ici, là, où les marchés sont en fin de cycle. Bon, peut-être en ce moment du côté de l'énergie, ou quand il y a une récession, il y a des gens qui vont bouger du côté de la santé. Quand on est dans une début de reprise économique, il y a des gens qui vont évidemment surpondérer certains secteurs. Donc, c'est un segment qui est de plus en plus important comme tel au Canada. Les FNB de répartition d'actifs, j'en parlerai jamais assez parce que, bon, c'est encore tout petit en FNB, ça grossit énormément. Je le mentionnais chez nous, on a ZCon, ZBAL, ZGROW, ZEQT. Du côté des modèles de ZBAL, ZGROW et ZEQT, on a aussi des T6, ça existe quand même depuis un petit bout de temps, qu'on offrait du côté de notre portefeuille, évidemment, balancé croissance. On a rajouté celui du côté des actions. Ces modèles-là devraient répondre à un profil de risque, devraient répondre à un objectif financier et à un horizon de temps. Personnellement, si votre horizon de temps est moins de 3 ans, vous ne devriez pas détenir d'actions à l'intérieur de vos portefeuilles. Vous devriez détenir uniquement des titres de grande liquidité ou des FNB de revenus fixes à court terme ou des certificats de placement garantis, mais en haut de 3 ans, là, on peut avoir évidemment une partie du portefeuille ou la totalité du portefeuille qui est investie dans ces FNB-là de répartition d'actifs, qui vous offrent une diversification instantanée, qui sont construits professionnellement, qui ont des frais modiques, qui viennent chercher évidemment quelque chose à l'extérieur des émotions. Il y a un rebalancement qui est fait évidemment sur une base constante à l'intérieur pour revenir toujours du côté évidemment de l'équilibre. Puis pourquoi c'est important d'être diversifié? Je l'ai déjà mentionné, quand on regarde le 10 ans qui se terminait en 2015, le meilleur marché, ça avait été celui des pays émergents. Quand on regarde entre 2015 et 2025, le meilleur marché, ça a été celui, évidemment, des États-Unis, avec 15 % de rendement. En brun, ce que vous voyez ici, c'est un portefeuille équilibré, jamais premier, mais jamais dernier, donc un rendement constant à l'intérieur. Quand même pas mal, 8,8 % évidemment, dans les derniers 10 ans. C'est un portefeuille équilibré, là, même pas 100 % de croissance. Personne ne sait que va être le prochain 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on aime tellement, évidemment, ce type d'approche-là de répartition d'actifs, parce que ça nous permet, basé sur notre profil de risque, basé sur notre horizon de temps, d'avoir accès à des modèles qui sont différents, qui sont ramenés par un rebalancement automatique au même niveau du côté des actions, du côté du revenu fixe et du côté de l'allocation aussi géographique. Du côté factoriel au Canada, c'est un segment, on est très gros chez BMO, c'est un segment qui est utilisé énormément. On a beaucoup de gens qui utilisent nos titres de faible volatilité, de dividendes, de valeur, de qualité. Ça permet évidemment à court terme de générer un peu plus d'alpha, donc un rendement excédentaire par rapport au marché évidemment indiciel. Et on est très conscient évidemment de l'aspect de lancer certaines de ces solutions-là à faible coût, ce qui fait que cette année, on a lancé 3 nouvelles solutions évidemment factorielles. Je le mentionnais un peu en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir accès au marché américain des actions, mais peut-être pas au marché américain des actions sur une base aussi concentrée.
Donc, on a lancé ZEQL, qui est notre fonds indiciel négocié en bourse MSCI, où on a les 530 actions américaines qui sont basées sur non pas la capitalisation boursière, mais qui sont équipondérées, ce qui fait que la technologie a un impact moins grand à l'intérieur, évidemment, de ce type de portefeuille-là. On le sait, la population vieillit au Canada, les gens veulent avoir du revenu de dividende canadien. Il y a évidemment un impact fiscal qui est intéressant de recevoir du dividende canadien. Donc, on a lancé un nouveau FNB de dividende, le FNB BMO MSCI canadien AMI, à dividende élevé. Dans les deux cas, ZEQL et ZDIV à 5 points de base et 9 points de base de frais de gestion, c'est parmi les plus bas au Canada et du côté de ZEQL, même en Amérique du Nord. Et on a lancé notre premier fonds, évidemment, de petite et moyenne capitalisation mondiale pour les gens, évidemment, qui désirent une plus grande diversification que seulement avec des titres de grande capitalisation qu'on appelle les blue chips. Les FNB de revenus fixes, je vais y aller rapidement, ça permet des expositions, ça nous permet de cibler sur des cotes de crédit précises. Est-ce que je veux du AAA, donc juste des obligations du gouvernement du Canada? Est-ce que je veux du AA ou en fait des titres de grande qualité, mais avec un peu plus de revenus que juste des fédérales, en ayant un indice qui est totalement diversifié? Est-ce que je le désire à escompte parce que c'est dans un compte taxable? Donc, vraiment, du côté des FNB de titres à revenus fixes, BMO offre la plus grande gamme de solutions basées sur vos besoins. J'ai parlé des commodités. De plus en plus, il y a des gens qui veulent à long terme, pas à court terme, avoir un élément de diversification à l'intérieur des portefeuilles. Donc, tout ce qui est commodité, ce qui est art, ce qui est les infrastructures, ce sont des titres qui permettent une diversification qui est intéressante et une corrélation qui est moins grande avec le marché des actions et ou des revenus fixes. On a lancé là-dessus notamment Zcom et on a une gamme complète d'FNB du côté des commodités, du côté de l'or, du côté du pétrole, du côté évidemment d'une diversification avec l'ensemble des produits de base généraux. C'est vraiment en satellite qu'on voit ce type d'approche-là. J'ai parlé des devises rapidement, mais c'est très important, une bonne diversification de portefeuille. Ça se fait dans plusieurs marchés, ça se fait dans plusieurs types de titres, mais ça se fait aussi avec les devises pour ne pas simplement être investi en dollars canadiens, mais bénéficier aussi de cette diversification-là du côté des devises. Puis aujourd'hui, on a pris jusqu'à date un 40 quelques minutes, très serré évidemment, pour parler évidemment beaucoup plus profondément des fonds négociés en bourse. Je vous invite évidemment à aller sur notre site web, le Rendez-vous des FNB. Le Rendez-vous des FNB, c'est un site où on a énormément d'informations. Je vais aller naviguer à l'intérieur. J'ai vu certains d'entre vous aussi lors de notre journée BMO que l'on a fait le 18 juin 2026. On avait certains invités, évidemment, à l'intérieur pour des panels. Je pense à Rob Carrick du Globe and Mail qui était là. Je pense à Nicolas Bérubé de la presse qui était là. On a parlé d'FNB, de répartition d'actifs. On a parlé du fait que c'était probablement une des meilleures périodes de l'histoire comme investisseur pour investir dans les marchés boursiers, notamment avec les fonds négociés en bourse. Donc, on remercie les gens qui se sont déplacés. C'est une journée où on a eu un déluge, évidemment, de pluie. On se demandait si on allait avoir des gens et finalement, ça a été une super belle audience pendant toute la journée. Le Rendez-vous des FNB, c'est vraiment un site web intéressant. Vous pouvez scanner ici, mais je vous montrerai sur le site web, évidemment, comment vous pouvez recevoir notre lettre mensuelle, comment vous pouvez voir l'information sur toutes les vidéos que l'on produit. Donc, il y a notre chaîne YouTube en français et en anglais, l'inscription nouvelle, notre blog, des balados, énormément d'outils, évidemment, de diversification. Et si vous me permettez, je vais sortir comme tel de ma présentation pour aller du côté de mon site web. Vous me direz si vous voyez évidemment le site web. Charles-Édouard, est-ce que tu vois le site web? Super. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, le Rendez-vous des FNB, c'est vraiment un site web hyper intéressant en français. Je suis très, très fier parce que quelques mois, ça n'existait pas comme site web. Maintenant, évidemment, on a tout ce qui est notre côté YouTube à l'intérieur. On fait des reels de moins de quelques minutes, évidemment, pour vous parler, dans ce cas-ci, évidemment, du pétrole et gaz au Canada.
Donc, pour ceux qui veulent écouter, mais qui veulent prendre un petit peu moins de temps, ce sont des courts vidéos de moins de 2 minutes qui couvrent un aspect. Dans ce cas-ci, c'est le pétrole et gaz. Dans d'autres cas, on a des vidéos qui parlent évidemment du site web, d'autres qui viennent parler de la journée qu'on a eue comme investisseur à BMO le 16 juin, une petite vidéo qui couvre ça. Chaque fois que l'on fait évidemment une présentation avec les affaires, on le met aussi pour la période de 6 mois sur notre chaîne YouTube. Le dernier que j'avais fait avec les affaires, c'était sur les FNB indiciels. Donc, vraiment sur la chaîne YouTube, énormément d'informations. Je suis très, très fier en français. Si vous désirez recevoir notre lettre mensuelle, vous remplissez cette information-là. Vous allez recevoir une foule d'informations. On a toujours le rendez-vous des FNB en termes de perspective, donc des stratégies pour s'aider évidemment du côté de la hausse des prix de l'inflation, comment on peut trouver un meilleur équilibre, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans les portefeuilles d'actions, lorsqu'on désire l'équipondération, la rotation dans les marchés, les FNB indiciels, donc évidemment une gamme d'informations super intéressantes, plusieurs perspectives. Plusieurs balados aussi que l'on fait, que l'on traduit. Des stratégies de portefeuille pour le troisième trimestre de 2026, les occasions liées à l'intelligence artificielle, comment se bâtir un portefeuille résilient à l'inflation. Tout ça en passant, ça vient beaucoup des questions que vous me demandez. Moi, je parle par la suite, à la fin, des fois, je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais sachez que toutes les questions que vous envoyez, évidemment, dans le chat room avec les affaires, moi, je les ramène par la suite à nos équipes et on essaie de couvrir certains de ces thèmes-là, évidemment, à l'intérieur là, du rendez-vous des FNB. Pour l'ensemble de nos FNB, on a évidemment, on peut aller un petit peu plus loin. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, c'est notre nouvelle, évidemment, bannière avec l'ensemble des FNB qui déroulent. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur BMO, les fonds négociés en bourse, depuis quand on est là, on a énormément d'informations sur la firme, sur notre choix, sur la liquidité, la diversité, la transparence, la rentabilité. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Ah, Alain, aujourd'hui, a parlé des fonds indiciels. Je veux en savoir plus là-dessus. Il a parlé de Spiva Canada. Donc, qu'est-ce que c'est que ces fonds indiciels-là? Que fait BMO à l'intérieur de ça? Un autre thème dont j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, c'est les FNB de répartition d'actifs. Donc, c'est quoi les fonds négociés en bourse dans votre secteur? Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin donc, pour comprendre l'ensemble de ces solutions-là? Donc, vous avez ça à l'intérieur de l'aperçu des FNB. En plus de la présentation aujourd'hui, vous allez recevoir la grille sommaire des fonds négociés en bourse. C'est quand même important parce que l'ensemble de nos fonds négociés en bourse indiciels, vous le voyez ici, ensuite factoriel, ensuite de répartition d'actifs, tout ce qui est FNB à revenus améliorés ou d'options d'achat couvert, ou les FNB sectoriels, toute cette gamme de solutions-là, gestion active, de titres à revenus fixes, on les retrouve à l'intérieur. S'il y a une solution qui vous a semblé intéressante, Alain a parlé notamment des FNB de répartition d'actifs. Il a parlé d'un fonds balancé. Si vous cliquez ZBAL ici, vous arrivez directement sur le site web des FNB BMO. Donc, vous arrivez directement sur ZBAL. Moi, je conseille toujours aux gens, lorsqu'ils regardent un FNB, un fonds commun, un fonds distinct, d'ouvrir ces deux documents-là, le profil détaillé. Le profil détaillé vous permet d'avoir de l'information sur les frais de gestion, sur le ratio des frais de gestion, sur depuis qu'il existe, qu'a fait un montant de 10 000 qui est investi, c'est quoi les catégories d'actifs dans lesquelles j'investis, c'est quoi les secteurs, c'est quoi les plus gros titres, c'est quoi la cote de risque. En plus, vous pouvez avoir là, à l'intérieur, évidemment, en plus de ça, un petit peu, l'aperçu du FNB, ça c'est important. Je parlais de la transparence des coûts qui va être plus grande en 2027 sur les portefeuilles de courtage d'escompte, les portefeuilles de fonds communs, les portefeuilles de plein exercice. On va trouver à l'intérieur l'ensemble des frais. Si je vais là, à l'intérieur de ce document-là qui s'appelle l'aperçu du FNB, il y a des aperçus de fonds communs, des aperçus de fonds distincts. On a toujours, évidemment, en termes de frais, le ratio des frais de gestion, le ratio des frais d'opération et le frais total. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des frais d'opération, donc toujours avant, évidemment, d'investir, de regarder cet aspect-là là, à l'intérieur. Centre de formation, centre de nouvelles, à chaque fois que les FNB BMO sont dans les médias,
Bon, si j'étais dans la presse récemment ou dans Finance et Investissement, on va remettre les articles. Donc, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous pouvez nous suivre. Il y a le centre de formation et il y a les outils. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les outils. Évidemment qu'on a à l'intérieur, il y a des filtres de recherche, il y a la comparaison des FNB des fonds. Ils sont simples, ils sont faciles à utiliser. On peut mettre rapidement par rapport au S&P 500 des FNB dans certains secteurs. Si je pense aux fonds valeurs, si je pense aux fonds de dividendes ou aux fonds là, comme tel de qualité, ZEQ, je peux comparer l'ensemble de ces solutions-là en une nanoseconde, la performance de chacun d'entre eux, le contenu, la répartition d'actifs. S'il y a un outil qui vous a utilisé un peu plus, Alain a parlé des fonds de dividendes, ça a l'air évidemment intéressant de comprendre un peu ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Ben, je peux rentrer ZDV ici et comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le fonds de dividendes. Ben, depuis le début de la journée, il est à la hausse. C'est quoi les variations? C'est quoi les cours acheteurs, vendeurs? C'est quoi le volume? C'est quoi l'indice de référence? Comment il se compare par rapport à d'autres solutions au Canada? Comment il est réparti? C'est quoi la répartition sectorielle? Sa répartition géographique? C'est quoi sa performance comme telle à long terme? Donc, vraiment, le site web est un élément important à la bonne compréhension des fonds négociés en bourse. Je pense qu'il est 12h53. Je ne veux pas déborder, évidemment, l'heure. Est-ce qu'on a des questions en ce moment? Mais tout d'abord, merci beaucoup, Alain. Effectivement, oui, on a des questions. C'est le temps, les gens à la maison, les gens au bureau, si vous voulez. Je suis désolé, je suis un passionné, hein, donc là... C'est parfait. C'est parfait, ça paraît. Puis je pense que les gens le sentent bien aussi. Puis je prends un instant, là, il y a des gens qui prennent le temps de nous écrire pour remercier d'ailleurs Alain pour cette présentation-là et pour le site également, les rendez-vous FNB. Donc, bravo pour ça. Maintenant, donc, première question peut-être, là, qu'est-ce qui explique que justement les FNB actuellement ont une croissance comme celle qu'on connaît? On en parle beaucoup dans les médias, dans les réseaux sociaux, des activités en fait de formation comme on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ça derrière les FNB, justement? Je pense que les FNB offrent des éléments qui étaient quand même distincts, dont on parlait peu avant, notamment les frais de gestion, soyons francs. Notamment aussi, il y a une meilleure compréhension de la part des investisseurs canadiens sur les solutions de placement, que ce soit les actions, que ce soit le revenu fixe, que ce soit les FNB, que ce soit les fonds communs. Il y a un grand besoin d'éducation pour une meilleure compréhension, une meilleure utilisation. Les fonds négociés en bourse aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont utilisés, le même FNB, je pense à ZSP ou ZCN, peut être acheté par un fonds de pension, peut être acheté par un investisseur institutionnel en revenu fixe. ZAG, c'est le plus gros FNB au Canada en revenu fixe. Puis il y a des conseillers financiers, il y a des gestionnaires de portefeuille et des investisseurs qui achètent le même FNB. Ce n'est pas le cas du côté des fonds communs. Un institutionnel n'achètera pas un fonds commun, n'achètera pas un fonds distinct. Donc, ça a permis une plus grande diffusion, évidemment, des solutions d'FNB à travers le Canada. Et soyons francs aussi, il y a une explosion du côté du courtage à escompte au Canada. Je suis sûr que chez les affaires, vous le sentez. Vous le sentez à l'automne là, lorsque vous faites votre événement. Évidemment que de plus en plus de gens qui utilisent des comptes de courtage à escompte et les FNB, c'est vraiment une solution de choix. Donc, tous ces facteurs-là font en sorte, évidemment, qu'on continue de voir une croissance des FNB qui est très, très forte au pays. Deux questions peut-être un peu plus spécifiques là, Oui. sur justement la répartition d'actifs. FNB de répartition d'actifs, justement. On demande est-ce que c'est pour l'ensemble de mon portefeuille ou une partie seulement? Bonne question. Je pense que l'on pourrait, évidemment, après un bon fonds d'urgence, je le répète, après regarder si on a d'autres objectifs, on le voit de plus en plus, les FNB de répartition d'actifs sont utilisés pour la totalité ou une grande partie du portefeuille. Il faut penser qu'au Canada, on détient tout le monde à peu près 8500 milliards d'actifs. Et il y a 1 $ sur 8 au Canada qui est investi dans les fonds communs de répartition d'actifs ou les fonds balancés. En FNB, c'est encore tout petit. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même une transition d'actifs vers des fonds plus coûteux vers les FNB de répartition d'actifs. Et les FNB de répartition d'actifs sont utilisés en tout ou en partie pour des gens qui ont des objectifs à moyen et à long terme. Il y a des gens qui l'utilisent pour l'ensemble de leur portefeuille,
Il y a des investisseurs un peu plus sophistiqués qui ont des convictions un peu plus grandes, qui vont l'utiliser pour une partie du portefeuille et qui vont remettre du satellite sectoriel ou du satellite du côté alternatif avec ces FNB-là de répartition d'actifs. Mais ils peuvent être utilisés en tout ou en partie, mais pas dans des objectifs de placement de moins de 3 ans ou dans un contexte de fonds de liquidité qui devrait être encaissable avec aucune capacité de variation de capital à court terme. On a le temps pour 2 dernières questions. Oui. On demande ici à quelle fréquence les FNB sont rééquilibrés. Puis est-ce que le processus se fait de façon automatique selon les règles de l'indice, par exemple, ou si c'est sur les décisions d'un gestionnaire? Si c'est un indiciel, sur le site, vous allez voir, il y a des normes. Certains exemples de l'indiciel factoriel, ça peut être rebalancé 2 fois par année. D'autres, c'est chaque jour. D'autres, il y a des dates précises. Donc, puis c'est fait en OK. sorte, du côté indiciel, pour enlever un élément qui est important, c'est l'élément d'émotion. Parce que souvent, on va tomber en amour avec certains titres. Ça ne tente pas quand un titre vient de s'apprécier de 40-50 puis qui représentait 10 de notre portefeuille, maintenant qui en représente 20 évidemment, de rebalancer pour revenir à notre niveau d'origine. C'est ce que permettent notamment les FNB de répartition d'actifs quand il y a des classes d'actifs qui, évidemment, s'apprécient. Il y a un rebalancement qui est fait automatiquement pour revenir au pourcentage d'origine. Merci Alain. Dernière question maintenant pour conclure. Ici, on a un participant, une participante là, qui nous demande comment on évalue, en fait, comment on fait le compromis entre le rendement potentiel et le niveau de risque quand on choisit son FNB. Et sous question, on parle de gérer ses placements soi-même. Dans quel cas on devrait ou on peut ou on recommande de faire appel à un conseiller? Je vais faire ça rapidement. Ce qui devrait, tout part, que ce soit avec votre conseiller, que ce soit en courtage escompte ou en mode hybride, parce qu'il y a 35 des investisseurs au Canada qui ont un conseiller et qui ont un compte de courtage escompte. Il y a des gens qui prennent une partie de leur portefeuille pour le faire eux-mêmes, mais ils gardent une partie substantielle de leur portefeuille encore avec un gestionnaire de portefeuille ou non. Moi, je pense que d'un côté ou de l'autre, la première étape la plus importante, c'est de déterminer son profil d'investisseur. Et par la suite, quand on a un profil qui soit revenu, qui soit 100% en liquidité, revenu, équilibré, croissance, 100% action, par la suite, on peut bâtir évidemment un portefeuille. Puis là, il y a plusieurs solutions. Il y a des FNB de répartition d'actifs. Il peut y avoir, comme je le disais, en tout ou en partie. Il peut y avoir des parties satellites qui sont mis dans certains secteurs bien précis. Et ça vous permet, évidemment, le site de l'AMF est bien fait là-dessus. AMF, profil d'investisseur. Ça serait, je pense, pour beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, un endroit où aller pour en apprendre un peu plus. Puis par la suite, je pense qu'on devient tous de meilleurs investisseurs parce qu'on comprend mieux pourquoi on devrait avoir en tout, en partie, un FNB de répartition d'actifs ou en partie parce qu'on a quand même un niveau d'aisance, ça fait longtemps qu'on investit, puis qu'on a un peu de conviction pour aller du côté, je dirais, satellite. Ça ne se peut pas comment ça passe vite lorsqu'on vient aux événements, les affaires, Charles-Édouard. Merci à tout le monde. J'adore vos commentaires, vos feedbacks. Je sais que certains envoient des commentaires. Je vois que certains maintenant sont sur LinkedIn. Je vois les commentaires, je reçois vos questions. Même si on ne répond pas à toutes les questions aujourd'hui, sachez que l'on prend ces questions-là, puis on bâtit du contenu qui y répond dans nos prochains événements ou sur le site web, le rendez-vous des FNB. Un grand merci à Alain Desbiens, un habitué des événements Les Affaires, effectivement. Toujours un plaisir de collaborer ensemble. Donc, Alain Desbiens, vice-président FNB BMO, donc BMO Gestion mondiale d'actifs et FNB BMO. Je rappelle le site Rendez-vous des FNB, hyper complet, blog, balado, vidéo, infolette, formation. Bref, Alain a fait un bon tour de piste tantôt, justement, avec la boîte à outils parfaite pour les investisseurs. J'ajoute également qu'Alain Desbiens participera au Forum Investir, qui est un événement consacré à l'investissement et à la gestion de patrimoine. C'est organisé par Les Affaires. Ça aura lieu à Montréal le 24 octobre prochain. En visitant le site web des Affaires, vous aurez toutes les informations en lien avec cet événement-là. Je rappelle que dans les prochains jours, vous recevrez un lien par courriel qui vous permettra de revoir ce webinaire en différé, mais également avoir accès à la présentation. Vous pourrez aussi partager ce lien-là de rediffusion avec des gens dans votre réseau, collègues et amis. Je remercie également PQM, qui est le diffuseur officiel de l'événement d'aujourd'hui. Et avant de quitter la plateforme, je vous invite à remplir le questionnaire d'évaluation de l'événement auquel vous venez d'assister. Évidemment, vous pouvez le faire tout simplement
simplement en cliquant sur le bouton correspondant à l'écran. C'est la façon avec laquelle on s'assure de rester pertinent chez les affaires dans les formations, webinaires, conférences et toute activité qu'on offre. Donc, on veut s'assurer de bien répondre aux enjeux, vos besoins dans vos organisations, mais aussi selon vos différents profils. Donc, visitez le site web Événements Les Affaires pour voir les prochaines activités, que ce soit webinaires, conférences et formations. Je vous dis merci beaucoup. On est à la mi-juillet. Bonne fin d'été à tous et à toutes et on se revoit pour un prochain webinaire. Merci.